Pourquoi les hommes deviennent faibles quand ils aiment trop? C'est le sujet qu'on va débattre aujourd'hui avec ma petite sœur Rose. Tu sais ce qui m'a frappé cette semaine? J'ai observé quelque chose. Un ami commun. Lucas. Tu le connais. Il est brillant, ambitieux. Il gère une boîte. Il parle bien. Et depuis qu'il est tombé amoureux de cette fille, il est méconnaissable. Méconnaissable dans quel sens? Il annule ses rendez-vous professionnels pour être disponible quand elle l'appelle. Il a commencé à s'habiller différemment. Il surveille son téléphone en permanence. Et surtout, il a perdu cette espèce de solidité qu'il avait, cette assurance tranquille. Elle est partie. C'est intéressant. Parce que moi, quand tu me décris ça, je ne vois pas forcément quelque chose de négatif dans ce que tu décris. Je vois quelqu'un qui est en train de ressentir quelque chose d'intense et qui réagit à ça. Et c'est justement ça le problème, Rose. Il réagit. Il ne choisit plus. Il réagit comme un enfant qui a peur qu'on lui retire son jouet. Tu es dur. Non, je suis précise. Bon, mais dis-moi, tu penses que c'est l'amour le problème ou c'est la façon dont il gère l'amour? Ce sont les deux, et ils sont liés. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si on dit que l'amour lui-même est le problème, alors on dit que ressentir de l'amour est une erreur. Et ça, je ne peux pas défendre ça. Je ne dis pas que l'amour est une erreur. Je dis que l'attachement excessif est une faiblesse, et que les hommes en particulier ont tendance à confondre les deux. C'est une distinction importante. Mais je pense qu'elle mérite qu'on la creuse ensemble. Parce que pour moi, la question n'est pas juste pourquoi les hommes deviennent faibles quand ils aiment. C'est aussi pourquoi on appelle ça de la faiblesse. Parce que c'est observable, objectivement. Quand un homme commence à aimer trop, sa productivité baisse, ses décisions deviennent émotionnelles, ses priorités se désorganisent. Ce sont des faits. Oui, mais ça arrive aussi aux femmes. Ce n'est pas genré au fond. Peut-être. Mais les hommes ont un rapport particulier à ça, parce qu'on leur a appris que l'amour, pour eux, c'est conquérir. Et une fois qu'ils ont conquis, ils ne savent plus quoi faire. L'intensité du sentiment les déborde. C'est vrai, il y a quelque chose là. Le problème de l'après-conquête. Exactement. La chasse les structure. L'amour établi les désorganise. Et là, dans ce vide de structure, ils compensent avec l'attachement. Ils s'accrochent à la femme comme à quelque chose qui donne un sens. Et donc, selon toi, la solution, c'est de ne pas s'attacher? La solution, c'est de ne jamais laisser quelqu'un devenir ton centre de gravité. C'est une belle formule. Mais je vais te poser une vraie question. Est-ce que tu penses que ça s'apprend facilement ou est-ce que c'est quelque chose que les gens doivent traverser d'abord pour comprendre? Je pense que la majorité des gens ne traversent rien. Ils subissent et ils recommencent les mêmes erreurs. Là, tu vas trop vite. Je connais des gens qui ont souffert dans des relations, justement parce qu'ils aimaient trop. Et cette souffrance les a transformés. Elle leur a appris quelque chose sur eux-mêmes qu'aucun livre, aucun discours n'aurait pu leur apprendre. Peut-être, mais combien de temps ça leur a pris et à quel prix? Tu as raison que le prix est souvent élevé, mais je ne suis pas sûre que l'éviter complètement soit la meilleure option. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'en les vivant. Et c'est exactement cette mentalité qui alimente les cycles toxiques. Je dois le vivre pour comprendre. Non. On peut comprendre par l'observation, par la réflexion, par l'analyse, sans se brûler soi-même. Oui. Mais toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça, cette espèce de vertige que tu décris chez Lucas? Ce n'est pas pertinent. Au contraire, je pense que c'est très pertinent. Parce que si tu ne l'as jamais ressenti, tu parles d'une expérience que tu n'as pas vécue. Et si tu l'as ressenti et que tu as appris à le gérer, alors tu as toi-même traversé quelque chose. J'ai traversé. Et j'ai choisi de ne plus laisser ça se reproduire. Voilà. Donc c'est ça la vraie question. Est-ce que la réponse à l'attachement douloureux, c'est le détachement total ou c'est apprendre à aimer autrement? Je ne parle pas de détachement total, je parle de maîtrise. Il y a une différence. Dis-moi la différence alors. Le détachement total, c'est l'absence de sentiment. Je ne prône pas ça. La maîtrise, c'est ressentir sans être gouverné par ce qu'on ressent. C'est pouvoir aimer quelqu'un tout en restant centré sur soi-même. D'accord. Et là, je suis plus proche de toi. Parce que moi aussi, je pense que l'idéal n'est pas de supprimer les émotions. Mais là où je diverge, c'est que je pense que cette maîtrise ne peut pas s'installer sans d'abord passer par la conscience de ses propres émotions. Et ça demande du temps. Et parfois de la douleur. C'est possible, mais revenons aux hommes. Parce que le phénomène dont on parle a des caractéristiques spécifiques chez eux. Oui? Continue. Un homme qui tombe profondément amoureux fait quelque chose de très particulier. Il transfère sa puissance à la femme. Inconsciemment, il commence à mesurer sa valeur à travers elle. Est-ce qu'elle le regarde? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle reste? C'est une forme de miroir. Il cherche sa propre validation dans ses yeux. Exactement. Et dès que ça se produit, il perd quelque chose d'essentiel. Il ne s'appartient plus.
Et tu penses que c'est ça la vraie définition de devenir faible dans une relation? Oui. Pas le fait de pleurer, pas le fait de vouloir quelqu'un, mais le fait de remettre sa propre valeur entre les mains d'une autre personne. C'est une définition très précise, et je la trouve juste, en grande partie. Mais j'ajouterais quelque chose. Quoi? Je pense que certains hommes font ça parce qu'ils n'ont jamais appris à se valider eux-mêmes. C'est une carence de construction, pas une erreur de l'amour. Absolument. Et c'est là le vrai problème. Ils arrivent dans une relation vide, et ils utilisent la femme pour remplir ce vide. Et la femme, elle ressent ça, même si elle ne le formule pas toujours consciemment. Toujours. Et c'est pour ça que l'homme qui aime trop finit souvent par perdre exactement ce qu'il cherchait à garder. C'est une ironie terrible. Plus il s'accroche, plus il éloigne. C'est la dynamique de la peur. La peur de perdre est plus puissante que la sécurité de l'amour. Et cette peur se lie, elle se sent. Et la femme, dans ce scénario, elle est dans quelle position? Elle est dans la position du parent, ce qui est le pire endroit pour une relation amoureuse. C'est vrai, parce que personne ne désire un enfant. On peut les aimer, les protéger, mais le désir appartient à ce qui est égal ou inaccessible. Précisément. Et dès qu'un homme commence à fonctionner comme quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence, il se place dans une position de dépendance émotionnelle qui détruit l'attraction. Et pourtant, cet homme, en faisant ça, exprime quelque chose de très humain, l'envie d'être vu, d'être important pour quelqu'un. Je ne le nie pas. Mais il y a une façon saine d'exprimer ça et une façon destructrice. La façon saine pour toi, c'est quoi? C'est aimer depuis un lieu de plénitude, pas depuis un lieu de manque. Oui, ça c'est quelque chose que j'entends souvent, et c'est vrai en théorie, mais dans la pratique, comment est-ce qu'un homme arrive à aimer depuis un lieu de plénitude s'il n'a jamais travaillé sur lui-même? Il ne peut pas. C'est justement pourquoi l'amour révèle tout. Une relation n'est pas un endroit pour se construire, c'est un endroit pour montrer ce qu'on a déjà construit. Là, tu seras en désaccord avec beaucoup de gens. Je le sais, et ça ne me dérange pas. Je le sais aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une nuance. Je pense que certaines personnes se construisent à travers leurs relations, pas malgré elles. Et certains hommes prennent conscience de leurs failles émotionnelles justement parce qu'une femme a mis le doigt dessus. C'est possible. Mais à quel coût pour la femme? C'est une vraie question. Elle devient thérapeute, elle devient mère, elle porte sa croissance, et elle s'épuise. Et souvent, une fois qu'il est guéri, il part. Oui, c'est un schéma réel et douloureux. Mais je ne pense pas que ce soit une fatalité. Non, mais c'est fréquent. Revenons à la question du départ. Pourquoi les hommes deviennent-ils faibles quand ils aiment trop? On a évoqué la peur de perdre, la validation externe, le vide intérieur, mais il y a aussi quelque chose d'autre, je crois. Je t'écoute. La jalousie. Je pense que la jalousie est un des signes les plus visibles de cette faiblesse dont tu parles. Et elle a ses propres mécanismes. Absolument. La jalousie, c'est de la peur déguisée en colère. Exactement. Et quand un homme est jaloux, il ne manque pas de confiance en la femme, il manque de confiance en lui-même. Toujours. La jalousie dit « Je ne me crois pas suffisamment bien pour qu'elle reste ». Et plus il est jaloux, plus il contrôle. Et plus il contrôle, plus il étouffe. Et plus il étouffe, plus elle s'échappe. Encore une ironie, il crée exactement ce qu'il craignait. C'est le propre de la peur. Elle se nourrit d'elle-même, et elle attire ce qu'elle redoute. Et là, tu vois la différence entre contrôle par la maîtrise de soi et contrôle par la peur de l'autre? Oui, ce sont deux choses opposées. La maîtrise de soi libère la relation. Le contrôle par la peur l'emprisonne. Et les femmes le distinguent. Toujours, même inconsciemment. Parce qu'un homme qui se maîtrise lui-même ne ressent pas le besoin de contrôler la femme. Il y a une sécurité dans sa présence. Et cette sécurité est magnétique. Pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est stable. J'ai une question là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un homme qui a été blessé dans le passé peut vraiment atteindre cet état de sécurité? Ou est-ce que les blessures anciennes restent là et ressurgissent dès qu'il tombe amoureux? Elles ressurgissent toujours. La question c'est, est-ce qu'il a conscience d'elles? Et est-ce qu'il a fait le travail nécessaire pour ne pas les laisser gouverner ses comportements? Donc la conscience est la clé. La conscience et la décision. Parce que tu peux être conscient de ta blessure et quand même choisir d'agir depuis elle. Certaines personnes utilisent leur trauma comme une excuse permanente. C'est vrai, et c'est une forme de confort aussi. Il y a quelque chose de rassurant dans « je suis comme ça parce que j'ai souffert ». Exactement. C'est une identité. Et certains hommes s'y accrochent parce que sans elle, ils devraient en prendre responsabilité. La responsabilité est effrayante. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais appris à en prendre. Tu sais, on parle des hommes depuis le début.
Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire. Les femmes font la même chose. Sous des formes différentes peut-être. Mais l'attachement excessif, la peur de perdre, la jalousie, ce n'est pas exclusivement masculin. Je suis d'accord. Mais la façon dont ça se manifeste est différente. Et dans la dynamique homme-femme, c'est souvent l'homme qui s'effondre de manière plus visible quand il aime trop, parce qu'il a moins l'habitude de gérer ses émotions. Oui, parce qu'on n'apprend pas aux garçons à ressentir. On leur apprend à performer. Et quand ils tombent amoureux, pour la première fois, ils ressentent quelque chose qu'ils ne savent pas quoi faire. Et là, dans ce désordre émotionnel, ils s'accrochent à la femme comme à un ancrage. Et la femme devient la régulatrice émotionnelle. Ce qui est une position insoutenable à long terme. Tu as écrit sur ça en fait. Je me souviens d'un passage dans un de tes textes. C'était dans L'amour est une maladie mentale, non? Oui, j'y développe l'idée que dans les relations modernes, le problème central n'est pas le manque d'amour. C'est le fait que les gens arrivent en relation avec des attentes thérapeutiques. Ils veulent être sauvés, guéris, complétés. C'est exactement ça. Et ça crée une pression énorme sur l'autre. Une pression qui n'est pas le rôle de l'autre. Et pourtant, c'est ce que la culture romantique vend. Tu es ma moitié, tu me complètes. Sans toi, je ne suis rien. Ce sont des phrases qui décrivent de la pathologie, pas de l'amour. Tu aurais du mal à vendre ça à quelqu'un qui regarde des films romantiques. Je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit. J'observe ce qui fonctionne et ce qui détruit. Et ce que tu observes, c'est que plus un homme est romantiquement intense, au sens de fusionnel, moins la relation dure. C'est ce que les faits montrent, oui. L'intensité fusionnelle est une brûlure, brillante au début, mais elle consume. Et les gens confondent l'intensité avec la profondeur. Toujours. L'intensité est de la surface, de l'électricité. La profondeur, c'est ce qui reste quand l'électricité s'estompe. C'est beau. Et je pense que c'est vrai. Mais il y a quelque chose que j'aimerais défendre. L'intensité, même si elle brûle, elle peut aussi être le point d'entrée vers quelque chose de plus profond. Si les deux personnes sont suffisamment conscientes. Dans certains cas rares, oui. Tu es pessimiste. Je suis réaliste. C'est ce que disent tous les pessimistes. Peut-être. Mais dis-moi, dans ce cas rare où l'intensité devient quelque chose de plus profond, qu'est-ce qui permet ce passage? La maîtrise de soi des deux parties. Et le fait que ni l'un ni l'autre ne perd son centre. Leur propre identité. Exactement. Les meilleures relations ne sont pas des fusions. Ce sont deux individus entiers qui choisissent de partager leur vie, mais qui restent deux individus. Et les hommes qui deviennent faibles, ils font quoi? Ils se dissolvent dans l'autre. Ils arrêtent d'être eux-mêmes. Ils deviennent le reflet de ce qu'ils pensent que la femme veut. Et ça, c'est épuisant pour les deux. Pour lui, parce qu'il joue un rôle, pour elle, parce qu'elle n'a plus en face un homme réel. J'ai vu ça de près. Un homme qui s'efface pour être aimé. Et la femme qui finit par perdre tout respect pour lui. Pas par malice, mais parce qu'il n'y a plus rien à respecter. C'est le paradoxe de l'effacement. Il pense que moins il dérange, plus elle va rester. Et c'est exactement l'inverse. Parce que les femmes ne restent pas avec quelqu'un qui n'existe pas. Les femmes restent avec quelqu'un qui les surprend, qui les défie doucement, qui a sa propre vision. Et ce quelqu'un-là, il n'a pas peur de la perdre? Il préfère la perdre plutôt que de se perdre lui-même. C'est ça la vraie solidité en fait. C'est ça en réalité. Mais il faut être honnête, ce niveau de solidité, ce n'est pas quelque chose que la plupart des hommes ont en arrivant dans une relation. Ça se construit. Ça se choisit d'abord, et ensuite ça se construit. D'accord. Et comment est-ce qu'un homme arrive à faire ce choix? Qu'est-ce qui l'amène à ce point de bascule? En général, la douleur. Une relation où il a tout donné, où il s'est effacé, et qui a quand même échoué. Parfois, la prise de conscience vient de là. La rupture comme révélateur. Oui, et c'est douloureux, mais c'est souvent nécessaire. Il y a quelque chose d'intéressant là, parce que tu parlais tout à l'heure de ne pas apprendre par la souffrance, et là tu dis que c'est souvent la douleur qui provoque la prise de conscience. Je dis que la souffrance peut être un déclencheur, mais elle n'est pas une garantie. Certains souffrent et apprennent, d'autres souffrent et répètent. La différence entre les deux, c'est quoi? L'introspection, la capacité à se regarder honnêtement, sans se victimiser. Et la plupart des hommes ont du mal avec ça. Parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. L'introspection est perçue comme une faiblesse, comme quelque chose qui n'est pas masculin. Et pourtant, c'est exactement ce qui fait la solidité d'un homme. Pas sa force physique, pas ses performances, mais sa capacité à se connaître. Un homme qui se connaît ne peut pas être manipulé facilement. Ses émotions ne le surprennent pas. Il les reconnaît. Et il choisit comment les exprimer. Et une femme avec ce genre d'homme, elle se sent en sécurité. Parce qu'elle n'est pas responsable de son état émotionnel. Exactement, il se gère. Et ça libère la relation. Et paradoxalement, cet homme qui se gère, il est plus désirable.
pas moins. Parce que la désirabilité vient de la rareté. Et les hommes vraiment solides émotionnellement sont rares. Très rare. Ce qui pose une autre question. Est-ce que les femmes, dans leur comportement, contribuent parfois à créer ou à entretenir cette faiblesse chez les hommes? Oui, absolument. Développe. Certaines femmes, consciemment ou non, apprécient d'avoir un homme qui dépend d'elles. Ça leur donne un sentiment de pouvoir, de contrôle. Et dans le court terme, ça flatte l'ego. Dans le très court terme. Parce qu'ensuite, l'ennui s'installe. Et le mépris aussi. Donc elles entretiennent quelque chose qui finira par les dégoûter. Exactement. Et ça aussi, c'est un pattern. La femme qui se plaint que les hommes sont faibles, mais qui choisit systématiquement des hommes qu'elle peut dominer. Parce qu'un homme fort, pour certaines femmes, est menaçant. Il est moins contrôlable. Et ça peut être inconfortable. Donc les deux parties ont leur responsabilité. Toujours. Une relation n'est jamais le fait d'une seule personne. Et c'est là où la psychologie des relations devient vraiment fascinante. Parce que les schémas qu'on répète dans nos relations nous parlent de nous, pas de l'autre. Toujours. L'autre est comme un miroir, il révèle ce qui est déjà là. Et c'est pour ça que changer de partenaire sans changer soi-même ne change rien. On rencontre différentes versions du même problème. Sous différents visages. Mais avec le même schéma. Je reviens à quelque chose que tu as dit plus tôt. Tu as dit qu'un homme qui aime depuis la plénitude, pas depuis le manque, est quelqu'un de désirable. Et je suis d'accord. Mais j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que la plénitude signifie vraiment. Vas-y, Rose. Parce que je pense qu'il y a une version fausse de la plénitude qui circule en ce moment dans certains discours sur l'amour-propre et la masculinité. Celle qui dit « Je suis seul, je n'ai besoin de personne, je suis entier sans toi », C'est de l'hyper-indépendance. qui est en réalité une autre forme de blessure, déguisée en force. Je suis d'accord. Le détachement performatif n'est pas de la maîtrise. C'est de la peur du lien habillé en sagesse. Et ça attire aussi des problèmes, parce qu'une personne qui refuse de s'ouvrir sous prétexte doit être entière, elle crée une relation vide. La vraie plénitude permet l'ouverture. Elle n'a pas besoin de se protéger. Exactement. Un homme vraiment solide peut être vulnérable sans s'effondrer. Il peut aimer profondément sans se dissoudre. C'est le niveau le plus élevé de maturité relationnelle. Et peu de gens l'atteignent. Peu de gens, Mais quand les deux personnes dans une relation sont à ce niveau-là, ou du moins travaillent dans cette direction, ça crée quelque chose de rare, de stable et de vraiment profond. tu l'as déjà vu? J'ai vu des ébauches, des moments, rarement dans leur continuité, Parce que ça demande un effort constant. et une honnêteté qu'on n'a pas forcément avec soi-même tous les jours. Il y a aussi la question de la dépendance émotionnelle qui change de forme avec le temps dans une relation. Parce qu'au début, c'est une chose, mais après des années ensemble, Après des années, la dépendance devient de l'habitude. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la routine, et on confond les deux. ou alors, elle se transforme en attachement sain, qui lui n'est pas de la faiblesse. C'est possible, si les deux personnes ont évolué ensemble, pas l'un pour l'autre, mais avec l'autre. La nuance est importante. Pour l'autre implique une dette, avec l'autre implique un choix libre. Et l'homme qui devient faible dans l'amour, il fait quoi? Il s'efface pour l'autre? Il vit pour l'autre. Il mesure tout en fonction de l'autre. Ce que l'autre ressent devient plus important que ce qu'il ressent lui-même. Et à un moment, il ne sait plus ce qu'il ressent lui-même. Parce qu'il a arrêté de se poser la question, C'est une forme de disparition de soi. lente et souvent invisible jusqu'à ce que la relation s'arrête. Et là, quand il se retrouve seul, il réalise qu'il ne sait plus qui il est. Et c'est souvent là que la vraie reconstruction commence. Pour ceux qui en sont capables, Et pour ceux qui ne le sont pas, comment ça se passe avec eux? ils cherchent immédiatement quelqu'un d'autre pour combler le vide. Et le cycle recommence. C'est triste en fait, pas dans le sens dramatique, mais dans le sens humain. Ces gens qui ont tellement besoin de liens qu'ils ne peuvent pas rester seuls avec eux-mêmes. La solitude les terrifie parce qu'ils ne se connaissent pas. Et ne pas se connaître, c'est terrifiant. Être seul face au silence intérieur. Et certains font tout pour fuir ce silence. Les relations en font partie. Et l'amour devient une drogue dans ces cas-là. Exactement. Et tu sais, c'est quelque chose que j'ai développé dans L'amour est une maladie mentale. L'idée que pour certaines personnes, l'état amoureux est neurochimiquement similaire à une dépendance. Il y a de l'euphorie, du manque, de l'obsession, du sevrage. Et l'homme qui aime trop est souvent quelqu'un qui est en état de dépendance, pas en état d'amour. Ce n'est plus de l'amour à ce stade. C'est de la survie émotionnelle.